Bonjour à tous, ravie de vous retrouver ce matin dans le cadre de cette dernière journée des semaines de l'évolution professionnelle. Donc un événement qui est organisé depuis la semaine dernière avec, différents, opérateurs du CEP. Donc quelles petites règles et consignes pour la bonne tenue de notre webinaire? Vous pouvez poser vos questions via l'onglet questions. Juste à côté du chat, il y a un petit onglet questions. N'hésitez pas à les, à vous en saisir et vous pouvez aussi, pousser un petit peu les questions qui vous intéressent le plus et les faire remonter en cliquant dessus pour qu'elles apparaissent en priorité dans le fil de questions. Donc n'hésitez pas à, vous interroger, il y a pas de problème, on répondra au maximum de questions, peut-être plutôt en fin de webinaire, à voir en fonction des questions qui seront récurrentes, comment est-ce qu'on s'organise. On aura un petit peu de spontanéité en même temps par rapport à ces questions. Donc les semaines de l'évolution professionnelle, pour revenir sur cet événement qui, a eu lieu depuis, lundi 10 octobre jusqu'à aujourd'hui, organisé avec l'APEC, le réseau EVA, le groupement Évolution, BGE Guyane, Antea RH Corse et Axis Martinique, qui sont tous opérateurs du conseil en évolution professionnelle pour les salariés du secteur privé et les indépendants. Et donc, c'est un événement qui était 100% digital, gratuit, accessible à tous et qui a été mené en lien avec de nombreux partenaires régionaux et nationaux. Aujourd'hui, donc, avec un programme de plus de 100 webinaires thématiques auxquels vous avez pu vous inscrire et peut-être participer, mais auxquels vous aurez accès à partir de la semaine prochaine en replay. Donc, n'hésitez pas à en parler autour de vous et à vous saisir également des replays, notamment sur des thématiques que vous aurez manquées peut-être au cours de ces 10 derniers jours. Aujourd'hui, je suis accompagnée, donc moi je suis Marlène Pilet, je suis chargée de partenariat Île-de-France au sein du groupement Évolution pour le conseil en évolution professionnelle, la promotion de ce service et je suis accompagnée par Aurélie et Laetitia que je vais laisser se présenter. Bonjour, merci. Donc Aurélie Bézias, je suis conseillère en évolution professionnelle au sein de Cap Emploi. Je coordonne également l'activité du service accompagnement des salariés. Donc notre mission au sein du Cap Emploi est d'accompagner les salariés, qu'ils soient issus de la fonction publique ou qu'ils soient travailleurs indépendants, dans leur démarche de maintien en emploi. On accompagne également les demandeurs d'emploi et on est conseil auprès des entreprises du territoire sur tout ce qui va être insertion et maintien en emploi des personnes en situation de handicap. Et donc, il existe un cap emploi par département. Merci Aurélie. Laetitia. Et du coup, je suis Laetitia Gamrasni, je travaille pour Transition Pro Île-de-France, donc le nom de la structure qui a pris la suite du FONGECIF. Donc depuis le 1er janvier 2020, les FONGECIF sont devenus des Transitions Pro et nous sommes présents dans chaque région. Donc il y a 18 associations Transition Pro au niveau national, que ce soit en métropole ou en outre-mer. Et chacun, nous avons donc ces missions de favoriser, de faciliter la reconversion professionnelle des salariés de droit privé qui vont utiliser nos dispositifs pour obtenir un financement, un maintien de rémunération ou bien pour valider leur projet avant une démission, par exemple, reconversion. Donc, on y reviendra tout à l'heure. Donc, moi, j'interviendrai davantage sur la partie après l'élaboration du projet. Qu'est-ce qu'on fait si des fois on a besoin donc d'obtenir une validation avec les dispositifs de transition pro? Merci. Donc effectivement, que va-t-on voir aujourd'hui? La thématique, c'est je veux anticiper mon évolution face à un problème de santé. Comment agir et ne pas subir pour gérer sa vie professionnelle en cas de problème de santé? Donc on va balayer les points suivants. Nous allons parler de maladie, d'accident, un événement qui peut perturber la vie professionnelle. On va s'interroger sur pourquoi préparer ma reconversion durant mon arrêt de travail, les différentes étapes de mon parcours et les acteurs qui peuvent m'accompagner. D'abord, je fais le point sur ma santé, je fais le point ensuite sur ma situation administrative durant mon arrêt et je fais le point sur ma situation socio-professionnelle et enfin sur mon projet professionnel. Nous parlerons d'exemples aussi avec Anita et Georges, deux exemples d'accompagnement de CEP. Il y en aura même un troisième avec Juliette et vous expliquer aussi ce qu'est le conseil en évolution professionnelle et en quoi il peut être un soutien au cours de toute cette démarche. Je laisse la parole à Laetitia
par rapport aux exemples? Alors, donc, on voit l'exemple d'un événement qui peut perturber la vie professionnelle d'un salarié. Donc, on a le cas d'Anita. Anita qui travaille dans une boulangerie, elle a des inflammations régulières au niveau de l'épaule. Il lui est impossible de lever le bras, de porter des charges. Et forcément, eh bien, cela a un impact sur sa vie professionnelle et elle s'inquiète pour son avenir. Donc, on verra après la suite de l'histoire pour Anita à la fin donc, de ce webinaire. Georges, quant à lui, est couvreur et un week-end, il aide son frère à réparer le toit de la maison après une tempête. Et à un moment, eh bien, il tombe. Cela génère une fracture compliquée au niveau de sa cheville. Il y a des soins qui durent dans le temps et à un moment, eh bien, il doit bien se rendre à l'évidence. Il va garder des séquelles qui vont l'empêcher de continuer à travailler comme avant. Et donc, que vont faire à présent Anita et Georges? La suite. Alors, je crois qu'avant d'aller sur la suite, on va vous donner quand même quelques petits chiffres pour quand même vous sensibiliser sur le fait qu'on peut tous être concernés par ce type de situation, d'accident de la vie. Qu'aujourd'hui, donc en France, en 2021, selon les sources de l'assurance maladie, eh bien, il y a eu 160 000 avis d'inaptitude qui ont été prononcés et chaque année, eh bien, il va y avoir ce nombre d'avis d'inaptitude et souvent, ils vont être suivis de licenciements. 15% de salariés atteints d'une ou plusieurs affections de longue durée, donc il y a 15%, et 2,3 millions de salariés en situation de handicap, dont 0,9 millions qui ont fait l'objet d'une reconnaissance administrative de leur handicap. Je vais prendre la suite. Laetitia, tu parlais d'avis d'inaptitude. Donc, ces avis d'inaptitude, ils sont prononcés par les médecins du travail qui interviennent dans le cadre de la santé au travail. Donc, lorsqu'un salarié est en difficulté dans la réalisation de certaines tâches, dans l'exécution de ses activités professionnelles, on va parler de contre-indications médicales, de limitation d'aptitude. Il en existe autant que de situations de travail. On en a cité quelques-unes à l'écran pour ce webinaire, mais à chaque situation de travail, il peut y avoir autant de contre-indications. Donc la santé au travail, c'est une responsabilité de l'employeur qui se doit de s'assurer que ses salariés peuvent travailler dans de bonnes conditions. Pour ça, il doit veiller à la prévention de la santé de ses salariés en les informant également des gestes et postures et des risques professionnels liés au métier. Il va se faire aider par les services de santé au travail et c'est le médecin du travail qui, lors de visites, et j'en reparlerai un petit peu plus loin dans le webinaire, pourra émettre des préconisations, d'abord pour préserver la santé du salarié à l'exécution de son contrat de travail, mais aussi pour adapter aux besoins les situations de travail lorsque le salarié se retrouve en difficulté dans la réalisation de certaines tâches. Donc le webinaire d'aujourd'hui, il est vraiment ciblé sur la mise en œuvre d'un nouveau projet professionnel lorsque la situation de santé contraint le salarié à se questionner sur sa suite professionnelle. Donc, l'idée est de savoir pourquoi préparer mon retour au travail durant mon arrêt. Donc, un salarié peut être en arrêt pour différentes raisons. Il peut être en arrêt pour maladie, mais aussi pour accident du travail. Cette période d'arrêt, ça va être un temps pour se soigner, bien évidemment, mais aussi ça peut être un temps mis à profit pour réfléchir à la suite du parcours professionnel. Lorsqu'il y aura une démarche de remobilisation ou de formation pendant l'arrêt de travail, le salarié concerné devra, alors je me permets de m'interrompre parce que j'ai l'impression qu'on ne m'entend pas. Oui, il y a plusieurs... Ah, mais c'est bizarre. Il y a Déborah qui dit que le micro est coupé.
Et Andgo aussi qui Non, dit je plus vous de son. entends. Pour ma part, le son est OK. Ok, non, c'est On, bon, parce que nous aussi, on entend. Voilà. on entend, il n'y a pas de souci. Donc peut-être, Déborah, peut-être vous déconnecter et revenir. Parfois, ça permet d'avoir une meilleure connexion. Mais de notre côté, tout est OK, Aurélie. Donc, je poursuis sur cette Nous question. sommes tout oui. Exactement. Voilà, on est prête. Pourquoi préparer mon retour au travail durant mon arrêt? Eh bien, pour être dans une anticipation de la suite du parcours. Donc, cette période de soins peut être mise à profit en fonction, bien évidemment, de la situation de santé du salarié qui est concerné. Et si elle est mise à profit pour préparer la suite, différents acteurs vont être mobilisés et vont accompagner le parcours du salarié. Alors, le parcours du salarié, il va être accompagné par différents acteurs, je vous le disais, qui vont intervenir en fonction de leur domaine de compétences. Donc, les acteurs à identifier et ceux que vous devez, vous, en tant que salarié, identifier pour pouvoir construire un parcours cohérent et qui soit le plus sécure possible, eh bien, d'abord, ça va être évidemment le médecin de ville, celui qui prescrit vos arrêts et qui est en capacité de donner son avis sur votre situation de santé par rapport à des actions de remobilisation. Mais on va retrouver évidemment le médecin du travail qui, lui, pourra faire le lien entre votre situation et le poste que vous occupez. On trouvera également l'assurance maladie, qui est composée d'une équipe pluridisciplinaire et qui pourra être soutien et conseil pour les étapes du parcours que vous allez mettre en place. Évidemment, les conseillers en évolution professionnelle peuvent être sollicités pour vous apporter appui et conseil dans la mise en œuvre de votre projet. Et si votre situation de santé pose trop de freins à la mise en œuvre de votre projet, il y aura des opérateurs spécialisés, notamment les Cap Emploi. Pour ce qui est de la situation socio-professionnelle, vous pouvez également bénéficier d'un accompagnement par des assistants sociaux au sein des services de santé au travail, donc de la médecine du travail, mais aussi au sein de l'assurance maladie. Donc, je fais le point sur ma santé. J'ai déjà donné quelques éléments, mais concrètement, les questions à se poser sont les suivantes. Quels sont les avis des médecins qui m'accompagnent? Quelles sont mes restrictions médicales en lien avec le métier que j'occupe aujourd'hui? Est-ce que j'ai une idée des compensations ou en tout cas des besoins que je pourrais avoir pour ne pas être empêchée à travailler? Et est-ce que j'ai une idée de la durée de mon arrêt de travail? Effectivement, cette notion, elle est importante parce qu'un projet professionnel, ça se construit dans le temps et le temps de l'arrêt sera le planning quelque part des actions qui pourront être menées sur cette durée. À ce sujet, il y a une visite justement qui est indiquée sur le PowerPoint, la visite de pré-reprise. Donc ça, c'est une visite qui est méconnue bien souvent et qu'il est important de promouvoir, si je puis dire, puisque c'est une visite qui peut être réalisée à la demande du salarié, à la demande de l'employeur, pendant la durée de l'arrêt de travail. Donc, l'objectif de cette visite de pré-reprise, c'est bien d'anticiper sur la suite du parcours et sur la reprise du travail ou la reprise d'une autre activité. Donc, elle peut être sollicitée, je vous l'ai dit, par l'employeur. Vous pouvez, vous, en tant que salarié, contacter votre médecin du travail pour demander une visite de pré-reprise et le rencontrer afin de faire le point sur votre situation aujourd'hui à l'instant T, au moment où vous souhaitez vous engager dans un parcours de réflexion d'un nouveau projet professionnel. Cette visite, elle va permettre de mettre en lumière également
d'éventuels aménagements possibles sur le poste que vous occupez actuellement, dans le cas où vous souhaiteriez reprendre votre activité. Donc, les services de prévention et de santé au travail, vous l'aurez compris, sont un des acteurs autour des salariés en arrêt de travail. Ils ont pour mission d'intervenir en termes de prévention de la santé au travail, mais aussi d'accompagner les salariés qui sont en risque de perte d'emploi du fait de leur situation de santé. Donc, ces consultations sont gratuites à la demande du salarié ou du médecin traitant ou même du médecin conseil de l'assurance maladie. L'employeur peut également solliciter le médecin du travail pour que le salarié soit reçu. L'idée est de pouvoir identifier le plus tôt possible les difficultés qui vont être rencontrées, raison pour laquelle cette visite de pré-reprise est intéressante lorsque l'on est en arrêt de travail et que l'on souhaite engager une démarche de reconversion. Alors, la suite sur les services de prévention et de santé au travail. Le service de prévention et de santé au travail ne travaille pas seul, c'est-à-dire qu'il va se faire relais auprès des partenaires qui agissent dans l'intérêt de la personne en arrêt de travail. Donc, le service de santé au travail peut vous réorienter vers le service social de l'assurance maladie pour que vous puissiez bénéficier de conseils pour lever les freins que vous pouvez rencontrer, les freins périphériques dans votre situation d'arrêt de travail, puisque quand on est en arrêt de travail, des difficultés peuvent être présentes au niveau social. Les Cap Emploi travaillent évidemment avec les services de prévention et de santé au travail et les médecins du travail réorientent régulièrement des salariés en arrêt de travail vers nos structures pour que nous puissions, en tant qu'organisme spécialisé, prendre en compte la situation globale du salarié et étudier les différentes possibilités de retour à l'emploi. On entendra par retour à l'emploi soit le maintien dans l'emploi actuel en analysant les situations de travail, soit d'accompagner les salariés dans la construction d'un nouveau projet professionnel. Donc, vous allez faire le point sur votre situation administrative également pendant votre arrêt auprès de l'assurance maladie. Il y a un numéro unique où vous pouvez contacter le service social de l'assurance maladie. Il est affiché sur le webinaire, c'est le 36 46. Et vous pouvez également faire le point avec les MDPH, donc qui sont les maisons départementales des personnes en situation de handicap, puisque lorsque la situation de santé entraîne une difficulté, voire une incapacité à reprendre son activité professionnelle, les acteurs qui accompagnent les salariés en arrêt de travail pourront vous conseiller à un moment donné de faire une démarche de reconnaissance de la qualité de travailleur en situation de handicap, donc une démarche de RQTH. C'est une démarche administrative qui se fait auprès des MDPH. Les médecins du travail sont habilités à accompagner les salariés dans cette démarche, les médecins de ville évidemment, pour pouvoir être reconnus en situation de handicap et bénéficier d'accompagnement et d'accès à des structures spécialisées pour soutenir les démarches de retour à l'emploi des personnes qui, de par leur situation de santé, ne peuvent pas reprendre leur activité. Donc le 3646 pour l'assurance maladie, c'est une plateforme, vous composez ce numéro et il faut dire service social et vous serez mis en relation à ce moment-là avec une assistante sociale.
Aurélie, est-ce que je peux t'interrompre un instant? Bien évidemment. Il y a une question dans le fil de discussion. Je pense que ça peut être intéressant que tu y répondes oralement si tu veux bien. Bien sûr. Donc, on a Déborah qui nous dit qu'elle est actuellement en arrêt de travail et qu'elle ne se sent pas du tout à l'aise avec son médecin du travail pour sa reprise professionnelle et elle ne sait pas si elle veut y retourner et elle demande qu'est-ce qu'elle peut faire. Est-ce que tu aurais quelque chose à lui répondre ou... Alors, oui, tout à fait. Alors, le principe de base, c'est que le médecin du travail, c'est l'interlocuteur en mesure d'émettre un avis ou des préconisations par rapport au poste. Donc, si la difficulté est relationnelle avec le médecin du travail, il va être difficile, malgré tout, d'écarter le médecin du travail de cette situation. Pour autant, elle a la possibilité déjà de contacter l'assurance maladie, si ce n'est pas déjà fait, pour bénéficier aussi d'un accompagnement social. Elle peut aussi, si elle est dans une démarche de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, ou si elle est déjà titulaire d'un titre qui mentionne qu'elle est en situation de handicap, elle peut aussi contacter le Cap emploi de son département qui, lui, fera médiation, si je puis dire, et prendra, si bien évidemment elle en est d'accord, contact avec le service de santé au travail, donc le médecin du travail. Si son souhait pour compléter est de ne pas retourner sur son poste de travail, il n'y aura pas d'intervention à mener auprès de son employeur et de son service de santé au travail. Mais le conseil serait de s'entourer de tous les acteurs qui peuvent l'accompagner, la guider et à un moment donné intervenir aussi en médiateur de la situation. Voilà, j'espère que j'ai répondu à Déborah. Merci beaucoup Aurélie. On en profite juste pour une deuxième question. Une personne qui demande et quel contact si on relève de la MSA? Eh bien, la MSA. D'accord. Le principe de ce réseau autour du salarié, hein, donc quand je parle de réseau, c'est-à-dire la coordination des acteurs du territoire, donc l'assurance maladie ou la MSA, le service de santé au travail qui dans les MSA est d'ailleurs souvent rattaché à la MSA. Dans ce cas-là, il faut se rapprocher de la MSA du département. Merci. Encore une question. Je ne sais pas si c'est maintenant ou si on peut peut-être y répondre un peu plus tard comme tu le souhaites. C'est Angdo qui demande qui décide d'engager une démarche de reconnaissance RQTH si le médecin de conseil n'a pas encore défini l'ITT. Faut-il un accord ou que ce soit impulsé par le médecin traitant? Alors, la démarche de reconnaissance de la MDPH, elle peut être faite à la demande de la personne concernée. C'est-à-dire que vous, moi, si notre situation nécessite une reconnaissance, nous avons la possibilité de déposer une demande auprès de la MDPH. Évidemment, il est préférable que cette démarche, elle soit appuyée d'un professionnel de santé, donc le médecin traitant, le médecin du travail, mais également sur conseil du médecin conseil, qui est le médecin de l'assurance maladie. Voilà. Ok, merci Aurélie. Allez, une dernière et après on te laisse reprendre le fil. Qui a le dernier mot? C'est Aurélia qui demande qui a le dernier mot entre le médecin du travail et le médecin conseil sur l'inaptitude, par exemple. J'ai rencontré les deux, mais j'ai l'impression qu'ils n'ont pas les mêmes points de vue et qu'ils ne communiquent apparemment pas ensemble. Alors, il y a plusieurs notions et je dirais même le vocabulaire a toute son importance. L'inaptitude, c'est de la responsabilité du médecin du travail. Le médecin du travail, il acte d'une aptitude à un poste de travail ou
d'une inaptitude à un poste de travail. Donc la notion de risque d'inaptitude ou inaptitude qui peut effectivement entraîner un licenciement pour inaptitude, c'est de la responsabilité du médecin du travail. Le médecin conseil, lui, il va intervenir sur la cohérence, en tout cas le contrôle de la situation de santé par rapport à l'arrêt de travail. Et il pourra émettre un avis sur un taux d'incapacité, mais ça, c'est un taux qui est donné par l'assurance maladie. Donc, si la question est bien l'inaptitude, c'est de la responsabilité du médecin du travail. Et c'est l'inaptitude au poste de travail, c'est-à-dire que quel est le lien entre ma situation de santé et ma capacité à exercer le métier pour lequel j'ai signé un contrat de travail. Le médecin du travail, lui, il fait ce lien-là. Voilà. Je reprends sur... Oui, merci beaucoup. On reprendra les questions par la suite. Il y a une nouvelle question, mais je pense qu'il faut aussi qu'on puisse avancer si tu veux bien. Merci. Tout à fait. Et ça fait le lien justement, puisque il est question là de faire le point sur sa situation. Alors le conseil qu'on peut donner, c'est en gardant le lien avec son employeur, même si j'ai tout à fait conscience pour accompagner des salariés qui sont pour 70% des cas en arrêt de travail. Il n'est pas toujours aisé de garder le lien avec son employeur lorsqu'on est en arrêt de travail. Pour autant, c'est un conseil que je donne parce que ça permet aussi de garder du lien avec l'entreprise. Et peu importe la suite du parcours, finalement, l'employeur peut aussi être aidant ou en tout cas contribuer à la mise en œuvre du projet professionnel du salarié, que ce projet soit en interne au sein de l'entreprise ou en externe. Donc, l'idée est de garder le lien avec l'employeur et en rencontrant les professionnels, effectivement, qui peuvent m'accompagner. Donc, je les ai déjà cités, mais je vais les renommer. On va avoir les services de l'assurance maladie. On va voir également les services de santé au travail et les Cap Emploi, qui sont des structures spécialisées pour l'accompagnement des personnes qui ont ou sont en voie d'obtenir une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. Je fais également un petit point sur un nouveau dispositif. Il y a une loi qui est la loi santé-travail de août 2021 qui a créé un nouveau rendez-vous qui s'appelle le rendez-vous de liaison et qui est un rendez-vous qui peut être mis en place entre le salarié et son employeur à partir de 30 jours d'arrêt de travail. Ce rendez-vous, il permet justement de garder le lien avec son employeur. C'est un rendez-vous qui peut être proposé par l'employeur au salarié en question pour faire le point sur son arrêt, mais aussi pour l'informer des acteurs qu'il peut mobiliser, donc informer son salarié qu'il a la possibilité de rencontrer le médecin du travail, informer également son salarié qu'il a la possibilité de solliciter un conseil en évolution professionnelle. Et le salarié peut aussi faire la demande à son employeur d'une rencontre dès lors que l'arrêt de travail est supérieur à 30 jours pour échanger de la situation professionnelle et du fait que le salarié se retrouve dans l'incapacité de venir travailler. Et pour ce qui est de faire le point sur sa situation socio-professionnelle avec l'aide d'une structure spécialisée, donc les Cap Emploi, moi je travaille, je vous l'ai dit, au sein d'un Cap Emploi. Nous sommes un opérateur spécialisé parce que le public que l'on accompagne est un public en situation de handicap, qu'il soit handicap moteur, handicap psychique, handicap sensoriel ou des suites de maladies invalidantes, parce que bon nombre de maladies invalidantes entraînent des situations de handicap. Et donc, on va intervenir auprès du salarié, pour le salarié,
soit pour l'accompagner à la construction d'un nouveau projet professionnel, ou aussi pour trouver des solutions de maintien au poste au sein de son entreprise ou de reclassement au sein de son entreprise. Et on travaillera avec le service de santé au travail et l'employeur, puisque nous apportons aussi conseil aux entreprises, pour construire un parcours adapté à la situation du salarié concerné. Lorsqu'on fait le point sur la situation des salariés qui sont en arrêt, l'objectif va être d'analyser la situation dans sa globalité et de répondre à la demande, évidemment, du salarié qui nous sollicite. Durant ces périodes d'accompagnement, il existe plusieurs outils qui peuvent permettre d'accompagner à une évolution professionnelle face à un problème de santé. L'idée étant toujours d'être dans une posture d'anticipation, donc d'intervenir le plus tôt possible, raison pour laquelle on peut également intervenir pendant les arrêts de travail. Différentes actions vont pouvoir être mises en place, ça peut être des bilans de compétences. Alors pour ce qui est des bilans de compétences, on va avoir des dispositifs spécifiques qui sont financés par l'AGEFIP, qui est l'association de gestion des fonds pour l'insertion des personnes en situation de handicap. Donc on a la possibilité de mettre en place des bilans de compétences au travers d'un financement spécifique. On peut aussi accompagner les personnes par des mesures mises en place par l'assurance maladie. On a à l'écran la notion d'essai encadré qui est indiquée, qui est une modalité très intéressante pour les personnes qui sont en arrêt, puisque c'est un dispositif assurance maladie qui va permettre aux salariés, pendant son arrêt de travail, de revenir sur son entreprise et de tester sa capacité à reprendre son poste de travail. Donc c'est une action qui va nécessiter l'accord évidemment du médecin traitant, celui qui prescrit les arrêts, mais aussi du médecin du travail, donc le professionnel de santé, le médecin qui connaît les contraintes du métier. Et il faudra également l'accord du médecin conseil, puisque c'est lui qui validera le maintien des indemnités journalières sur la durée de cet essai encadré, qui a comme objectif principal d'accompagner la reprise au poste de travail. Cet essai encadré, il peut aussi être utilisé pour tester un nouveau projet. C'est-à-dire que si vous avez déjà votre projet professionnel, qu'il a été construit avec l'aide d'un conseiller en évolution professionnelle, et que vous souhaitez tester ce nouveau métier, ça peut se faire pendant la durée de l'arrêt de travail, dans le cadre de cette mesure qui s'appelle l'essai encadré. On a également comme nouveau dispositif la convention de rééducation professionnelle en entreprise. C'est également une mesure de l'assurance maladie. Et là, on est plutôt dans une notion de formation. C'est-à-dire que cette convention, elle est signée entre le salarié concerné, l'entreprise et l'assurance maladie. Je pense ne pas dire de bêtises, en tout cas je l'espère, je le vérifierai. Et cette convention qui peut durer jusqu'à 18 mois, c'est une convention de formation durant laquelle le salarié peut se former au sein de son entreprise ou d'une nouvelle entreprise pour monter en compétences en vue de changer de métier ou en tout cas d'intégrer un nouveau poste. Et tout ça dans un cadre sécurisé, puisque pendant cette période, le maintien de la rémunération existe. Il est pris en partie par l'entreprise d'accueil et l'assurance maladie. Donc, il y a plusieurs possibilités, en fin de compte, d'actions, que ce soit des actions de formation, des actions de remobilisation ou des actions d'immersion sur un nouveau métier. Donc, toutes ces actions, elles existent.
et elles peuvent être mises en place pendant l'arrêt. On a 3 questions que je vais essayer de condenser, Aurélie. Déjà concernant l'essai encadré, quelle démarche? Et est-ce que ça correspond un peu à un mi-temps thérapeutique? Alors, l'essai encadré, quelle démarche? Alors, déjà, il faut avoir identifié l'objectif de cet essai encadré. Donc, l'objectif, il y en a 2 principaux. Le premier, c'est tester la capacité du salarié à la reprise de son poste de travail avec, par exemple, la mise en place d'adaptation du poste. Donc ça, c'est un premier objectif. Le deuxième objectif, ça peut être de tester un nouveau métier pour s'assurer que l'idée du nouveau métier est réaliste et répond bien à ce que le salarié attend. Donc ça, c'est les possibles, en tout cas les objectifs de cet essai encadré. Donc tester sa capacité à reprendre son ancien poste. Ça peut être tester un aménagement de poste ou un nouveau poste au sein de l'entreprise, ou encore préparer sa reconversion professionnelle. Comment le mettre en place? Il faut être accompagné par un acteur du terrain. Donc ça peut être le médecin du travail, le Cap emploi ou l'assurance maladie. Et il faudra obtenir l'accord du médecin traitant, du médecin du travail et du médecin conseil. Et pendant la durée de cet essai encadré, qui est d'une durée de 14 jours renouvelable une fois, le salarié qui est en arrêt continue de percevoir ses indemnités journalières. Et la deuxième question était sur le mi-temps thérapeutique, qui est une mesure différente. Le mi-temps thérapeutique, lui, ça veut dire que la personne va reprendre son activité à temps partiel et sur le reste de son temps, elle percevra des indemnités journalières. Donc, on peut imaginer la mise en place d'un essai encadré, par exemple, avec un aménagement de poste qui arrive aux conclusions que l'aménagement est concluant. Et dans une deuxième étape, la personne reprend son poste à mi-temps thérapeutique parce qu'elle a encore des soins ou parce qu'elle ne peut plus travailler à temps complet sur une période qui est donnée, puisque le mi-temps thérapeutique, il a une date de début, une date de fin. Merci Aurélie. Il y a Aurélia qui demande si tu peux repréciser qui finance le bilan de compétences et si c'est différent du CEP. Alors après, on va l'aborder dans la suite du webinaire, donc peut-être que Aurélia, vous pourrez reposer votre question ou un petit peu plus tard si vous n'avez pas la réponse. Laetitia, je vois que tu es en train de répondre sur la différence avec la PMSMP. Oui, en fait, voilà. Je te laisse parler. Je suis allée effectivement de ma conclusion, Aurélie, tu me corriges si j'ai tort. Donc, on a Véronique qui nous demande la différence entre l'essai encadré et la PMSMP. C'est vrai qu'il y a quand même beaucoup de similarités par rapport à ce que tu expliques. Moi, j'y ai vu surtout plus d'encadrement sur le champ de la santé, avec médecin conseil, médecin du travail, mais l'objectif reste plus ou moins le même, de tester un métier avec tout l'enjeu de la compatibilité aussi avec la situation de santé d'une personne. C'est tout à fait ça. La différence, c'est que l'essai encadré, comme son nom l'indique, il est encadré par le réseau des médecins qui accompagnent le salarié qui est en arrêt. Donc c'est une mesure utilisée essentiellement pour les salariés qui sont en arrêt de travail. La PMSMP sera utilisée pour les salariés qui ne sont par exemple pas en arrêt de travail ou pour les demandeurs d'emploi. Merci Aurélie. Merci. Donc on va poursuivre avec « Je fais le point sur mon projet professionnel ». Déjà, la première chose, c'est si je n'ai pas de projet
définie, eh bien, je vais solliciter un conseiller en évolution professionnelle pour être conseillée, pour être guidée. Ça peut être aussi, ça peut donner lieu effectivement à un bilan de compétences. Le bilan de compétences, donc là, on va répondre à la question d'Aurélia. Ce bilan de compétences, il est finançable avec son compte personnel de formation, le CPF. Ou alors j'intègre une prestation inclus pro formation pour travailler un projet. Quand on n'a pas de projet, également défini ou qu'on hésite entre plusieurs métiers, on peut réaliser des enquêtes métiers. Ça, ce sont des choses qu'on met en place aussi au niveau du conseil en évolution professionnelle. Donc ça veut dire aller rencontrer, des professionnels, du secteur, du métier visé, échanger avec eux, leur poser, voilà, toutes les questions, qui peuvent, inquiéter ou voilà, faire des demandes concrètes sur, les conditions d'exercice de ce métier, et surtout ce qu'il faut faire comme formation pour, exercer ce métier. Tout ça pour construire un projet. Donc là, faire des enquêtes métiers sur, 2 ou 3 métiers identifiés, ça permet, de se confronter un petit peu à la réalité du métier et de saisir les spécificités pour chaque profession et donc peut-être d'en sélectionner plutôt une par rapport aux autres pour construire ce projet et avancer. Et en dernier lieu, on peut effectivement réaliser des périodes d'immersion en entreprise, donc les PMSMP. Nous, au sein du groupement, au niveau du conseil en évolution professionnelle, on a, une dérogation de Pôle emploi, donc on peut mettre en place une convention, il n'y a pas de souci, pour, des périodes d'immersion, d'essais encadrés, pour tester vraiment en réalité ce nouveau projet sur quelques jours et voir qu'effectivement ce projet est réaliste par rapport à mes objectifs professionnels, mais aussi, dans le cadre d'un équilibre, eh bien, par rapport à ma santé et ce qui est demandé au sein de ce poste, mais et également, vie pro et vie personnelle. Ce qui permet de valider effectivement un projet professionnel précis et de se confronter à la réalité. Dans le cadre de cette, mise au point d'un projet, on peut avoir effectivement un projet de formation ou de création d'activité. Alors ce projet de formation, c'est ce que je dis à chaque fois, c'est que, c'est bien de faire une formation, mais l'idéal, c'est que cette formation, elle débouche sur un emploi, sur un projet qui soit réaliste et c'est pareil pour la création d'une structure. Il faut aussi, voilà, confronter son projet avec la réalité du marché du travail, notamment et sur son territoire, sur la région dans laquelle vous vivez. Donc dans un premier temps, ça peut être de travailler son projet avec son conseiller en évolution professionnelle. Donc ce qu'on a vu, hein, précédemment, hein, de se voilà, faire des enquêtes métiers, travailler sur ses compétences, valider que ce projet de formation, il est réaliste dans le temps et qu'il va effectivement déboucher sur un emploi. Valider aussi la cohérence entre mon projet et ma santé. Aujourd'hui, est-ce que, par rapport à mon problème de santé, ce projet est cohérent? Est-ce que c'est possible de le mettre en place? Vérifier les conditions de recevabilité également et je fais une petite parenthèse, sur le CPF si tu veux bien Laetitia et puis après je te laisse la main sur les autres, dispositifs. Faire une formation, ça peut être effectivement l'occasion de mobiliser son compte personnel de formation. Donc le compte personnel de formation, en 2 minutes, hein, je vous invite, si vous voulez davantage d'explications à profiter du replay des webinaires qu'on a pu mettre en place sur spécifiquement sur le compte personnel de formation. Mais un c'est à votre disposition, c'est à votre main. Ce compte, il est plafonné à hauteur de 5 000 €, pour tout salarié et 8 000 € lorsqu'il y a effectivement une reconnaissance de travailleur handicapé ou, une personne qui va être peu qualifiée. Donc vous avez totalement la main dessus et vous pouvez l'utiliser pour mettre en place des formations. On vous encourage à le faire en étant accompagné par un conseiller en évolution professionnelle pour faire un choix éclairé en termes de formation et je dirais valoriser l'utilisation de ce compte personnel de formation. Ce compte personnel de formation, il est abondé chaque année. Une fois qu'il est au plafond, il ne va plus rien se passer. Pour qu'il puisse se régénérer, il faut en utiliser toute ou partie. Donc vous pouvez l'utiliser pour
financer un bilan de compétences, par exemple, mais également dans le cadre, de la mise en place d'une VAE pour être guidé dans la VAE et aussi, je fais une petite parenthèse, pour être guidé dans votre création ou reprise d'entreprise. Et là, je laisse la parole à Laetitia par rapport au PTP. Merci Marlène. Donc effectivement, le CPF, c'est vrai que ça permet de financer de nombreuses formations. Vous le voyez aujourd'hui sur l'application CPF, il existe énormément de possibilités, que ce soit en lien avec votre emploi ou pas d'ailleurs. Mais la particularité du CPF, c'est que vous financez le coût de la formation. Donc moi, je vais vous parler du PTP, le projet de transition professionnelle, donc qui se trouve côté Transition Pro et qui va plutôt cibler des formations qu'on va qualifier de longues, puisque vous n'allez sans doute pas pouvoir prendre en charge une perte de salaire importante si vous la suiviez uniquement avec votre compteur CPF. Donc, par exemple, je veux suivre une formation pour devenir aide-soignant. On est sur une interruption de votre contrat de travail d'environ 9 mois pour faire cette formation. Eh bien, il est difficile de le faire uniquement avec votre CPF puisque va se poser la question de votre rémunération durant cette période. Donc, le PTP, le projet de transition professionnelle, c'est ce que cela peut vous permettre de faire comme projet. Donc, une reconversion professionnelle où vous allez donc vous servir de tout ce que vous aurez réalisé comme démarche avec un conseiller en évolution professionnelle, que ce soit Groupement Évolution ou bien Cap Emploi d'ailleurs, pour nous restituer justement tous les éléments de cohérence de votre projet. Et en effet, s'il y a un sujet au niveau de votre santé, c'est quelque chose que nous aussi, on aura besoin de connaître, non pas connaître votre situation de santé, mais au moins être sûr que vous vous êtes interrogé sur la compatibilité entre le métier que vous visez et votre situation de santé. Et si tout se passe bien, eh bien, vous obtenez un accord dans le cadre du projet de transition professionnelle qui va à la fois couvrir la prise en charge du coût de votre rémunération, mais également le maintien de votre rémunération durant cette période. Donc, sachez que si vous êtes dans une situation de reconnaissance de travailleurs handicapés, eh bien, nous avons une convention de cofinancement avec l'AGFIP qui fait que vous avez une priorité supplémentaire dans ce cadre-là pour obtenir un financement. Et également, si vous êtes en inaptitude ou en cours de reconnaissance d'inaptitude pour un métier, eh bien, là encore, vous avez une priorité supplémentaire. Donc, le but, vraiment, pour nous, à Transition Pro, c'est d'équilibrer les chances de chacun de se reconvertir en équilibrant justement nos budgets par rapport au public qui pourrait en avoir le plus besoin. Alors, si vous n'obtenez pas d'accord, ça ne veut pas dire que votre projet est forcément mal fait, mais nous devons arbitrer aussi avec de nombreuses demandes. En tout cas, c'est un dispositif qui peut être très confortable dans le cadre d'une reconversion professionnelle et qui implique par contre la mobilisation entière de votre compteur CPF. Donc voilà, soyez au fait de cette situation. Si vous obtenez un accord de Transition Pro pour le PTP, tout votre compteur CPF sera mobilisé. Il y a également donc le dispositif démissionnaire qui va cette fois concerner des salariés du secteur privé qui sont en CDI uniquement depuis au moins 5 ans. Et donc là, ça va vraiment être un cas spécifique où la personne souhaite quitter son entreprise pour réaliser un projet de reconversion professionnelle qui va impliquer un passage par une formation ou bien par une création, une reprise d'entreprise. Et en ce cas, eh bien, ce dispositif va pouvoir être utile pour tout d'abord élaborer son projet avec un CEP, ensuite déposer à Transition Pro une demande d'analyse du projet dans son ensemble et le cas échéant, eh bien, Transition Pro délivrera une attestation du caractère réel et sérieux du projet qui va permettre aux salariés de démissionner si c'est toujours donc dans son projet, et s'inscrire à Pôle emploi, qui va donc être en charge du versement de l'allocation retour à l'emploi et du suivi du projet qui a été construit. Donc ça, c'est le dispositif démissionnaire. Et enfin, eh bien, Transition Pro est également financeur de la validation des acquis de l'expérience sur la base d'un forfait de 2 000 € qui permet à la fois de financer les 3 étapes successives. La VAE, ça peut également être une étape avant de déposer un PTP, par exemple, si des fois on veut réaliser son projet avec des étapes. Je vais répondre en même temps à la question d'Elisabeth puisque je la vois. Donc, en effet, j'allais y venir, Laetitia. Ouais, tu sais que j'ai l'œil partout. Oui. Bon, et puis ça prend pas trop de temps.
Ça prend pas trop de temps à répondre. Donc, effectivement, Elisabeth, si le compteur CPF est à 0 €, pour nous, il n'y a strictement aucun impact. Donc, vraiment, on va vous conseiller de construire votre projet dans le temps. C'est aussi ce que Aurélie vous disait au démarrage. Un projet, ça prend du temps. Il peut y avoir des étapes successives. Et donc, le CPF, par exemple, utilisé pour une de ces étapes, ça peut tout à fait être utile. Et par rapport au PTP, du coup, et après, je vais vous laisser prendre la suite. Concernant l'arrêt de travail, je vais parler du PTP et je vais laisser la question à Aurélie sur le CPF. Je ne sais pas si elle pourra apporter une meilleure réponse que la mienne. Donc, du coup, concernant le PTP, vous êtes censé être en arrêt de travail et pour autant, vous allez suivre une formation qui va de fait se dérouler sur ce qui aurait pu être un temps de travail. Puisque le PTP, on est plutôt sur des formations longues qui peuvent se dérouler en journée. Eh bien, en ce cas, il va falloir que la cellule de PDP, la cellule de prévention à la désinsertion professionnelle, émette un avis favorable à votre demande de formation. Et au moment où vous allez nous déposer un dossier pour un PTP, il faudra que ce document soit également présent dans le dossier. Ça va vous sécuriser parce que nous, on va prendre en charge le coût pédagogique de votre formation et l'assurance maladie va maintenir en parallèle le versement des indemnités journalières. Nous, on a absolument besoin d'avoir ce document en amont. Et voilà, sur la partie transition pro, je ne sais pas, j'ai peut-être manqué des questions. N'hésite pas à me dire, Marlène. Alors, attends, je reprends. La VAE peut-elle être prise en charge par Transition Pro? Si oui, quelle articulation avec le CPF? Demande Véronique. Et donc, effectivement, la VAE peut tout à fait être prise en charge par Transition Pro, donc sur un forfait de 2 000 €, donc c'est-à-dire que vous pouvez très bien ne pas utiliser votre compteur CPF pour financer une VAE et le consacrer sur autre chose, donc puisqu'il y a un financeur en l'état de Transition Pro. Donc voilà, c'est 2 choix possibles. Et on a une question un petit peu, enfin 2 questions, mais je pense que voilà, je les pose en même temps. Peut-on faire un PTP pendant un arrêt de travail? Et une autre question, puis-je suivre une formation dans le cadre du CPF pendant mon arrêt de travail? Donc les 2 ne sont pas sur les mêmes dispositifs, mais je pense que toutes les 2, Aurélie et Laetitia, vous pouvez répondre, faire une réponse conjointe à Alors, ces questions. j'ai répondu à la première, du coup, À la sur le première. PTP pendant un De arrêt. ce fait, je réponds à la suivante. Oui, voilà, Alors, c'est ça. l'arrêt de travail peut permettre la mise en place d'une action de formation. Laetitia l'a très bien dit, sous réserve d'obtenir l'accord de la cellule qui s'appelle donc la cellule PDP pour prévention de la désinsertion professionnelle. Donc ça, c'est une cellule qui existe au sein de l'assurance maladie. Donc il y a une cellule par département. Concrètement, elle est composée de qui et comment fonctionne-t-elle? Elle est composée du médecin conseil, des assistants sociaux de l'assurance maladie, du service administratif de l'assurance maladie, des services de santé au travail et des Cap emploi. Et pendant ces cellules, la situation du salarié concerné par une action de formation est étudiée. Et si le projet en lien avec la situation de santé est cohérent, il peut y avoir un accord de cette cellule pour le maintien des indemnités journalières sur la durée de la formation. Donc, quelle que soit, je dirais, la modalité de financement, c'est-à-dire s'il est question de mobiliser son CPF pendant son arrêt et que vous obtenez l'accord de la cellule PDP, c'est possible. Et même chose pour une demande auprès de transition professionnelle dans le cadre du PTP. Aurélie, juste pour être sûre, du coup, pour utiliser son compteur CPF, même si ce n'est pas dans le cadre du PTP, il faut également obtenir un accord d'une structure, du coup, la cellule. D'accord. Tout à fait. En fin de compte, pour toute action pendant l'arrêt de travail, il faut l'accord de l'assurance maladie, puisque l'arrêt de travail, son objectif principal, c'est le soin. Et la personne qui se voit prescrire un arrêt de travail, elle a une obligation
de soins, mais aussi une obligation de rester chez elle, au-delà des autorisations de sortie. En tout cas, pour toutes les actions qu'elle envisage de mener pendant son arrêt de travail, elle doit en informer l'assurance maladie. Merci. Merci. Alors, on a beaucoup de questions par rapport. Il y a beaucoup de cas personnels aussi qui sont évoqués, donc ça peut être un petit peu compliqué d'y répondre précisément. Ça, c'est toute la difficulté. Je rebalaye rapidement. Aurélia qui demande si on peut repréciser qui finance le bilan de compétences et si c'est différent du CEP. Alors Aurélia, le bilan de compétences, c'est finançable via le CPF et ou vos deniers personnels. Si votre CPF ne couvre pas l'intégralité du montant. C'est différent du CEP, oui. D'abord le CEP, le conseil en évolution professionnelle, je vais y venir un petit peu plus tard, est gratuit, ce qui n'est pas le cas du bilan de compétences, mais je vous inviterai à contacter un conseiller en évolution professionnelle avant d'entamer une démarche de bilan de compétences pour voir si effectivement le bilan est bien ce qui va vous correspondre en termes d'accompagnement pour déterminer votre projet. Peut-être qu'il n'y en aura pas besoin, peut-être que le conseil en évolution professionnelle vous donnera déjà des réponses. Donc, commencez déjà par un conseil en évolution professionnelle avant toute démarche de bilan de compétences. Après, ce sont ces deux dispositifs peuvent être complémentaires. Mais voyez d'abord avec un conseiller en évolution professionnelle si effectivement c'est le bilan qui va répondre au mieux à vos questions. Je vous propose qu'on continue avec les exemples et qu'on se garde 5 minutes après, qu'on accélère aussi un petit peu parce qu'il reste 3 minutes sur notre horaire prévu initialement et qu'on puisse prendre quelques questions à la fin. Si vous voulez bien. J'enchaîne sur l'exemple d'Anita qu'on évoquait en tout début de webinaire et qui met en lumière, je l'espère en tout cas, tous les éléments qu'on a pu fournir aujourd'hui. Donc Anita, elle est salariée d'une boulangerie et elle est en arrêt de travail régulièrement. Elle a des contraintes, des difficultés au port de charge, à l'élévation des bras, à la station debout prolongée, à la torsion du tronc. Donc, ces difficultés, elles ont été confirmées par le médecin du travail dans le cadre de la visite de pré-reprise. Et à ce moment-là, il a effectivement confirmé la difficulté à la reprise du poste sans solution de maintien au sein de l'entreprise. Il l'a invité à engager des démarches de reconversion et l'a orienté vers le service de l'assurance maladie, le service social, pour l'accompagner à lever les freins liés à sa situation d'arrêt de travail. Le Cap emploi est intervenu à ce moment-là, puisque les Cap emploi travaillent avec les services de santé au travail et l'assurance maladie pour accompagner Anita à l'élaboration d'un nouveau projet professionnel dans le cadre du CEP. Anita a pu mettre en place un essai encadré pour tester son nouveau projet professionnel qui était de se former pour devenir secrétaire assistante. Donc tout cet accompagnement, il a été mené par le Cap emploi, mais en concertation, en coordination avec le service de santé au travail et l'assurance maladie, évidemment. Anita a pu rentrer en formation pendant son arrêt de travail, avec le maintien donc de ses indemnités journalières. Et aujourd'hui, l'objectif, c'est qu'elle puisse intégrer un poste, un emploi qui ne la met pas en difficulté du fait de sa situation de santé. J'ai essayé de faire très vite pour pouvoir repasser en revue tous les éléments que l'on a présentés sur la première partie du webinaire. Est-ce que je passe au deuxième exemple ou est-ce qu'on passe tout de suite au troisième qui est plutôt plus généraliste, en tout cas lorsque
Je pense que l'exemple de Georges, il peut être bien quand même pour appuyer davantage encore ton propos précédent. Très bien. Alors Georges, c'est un autre exemple. Donc Georges, il est couvreur dans une entreprise de BTP. Il a fait une chute hors contexte professionnel, donc il n'était pas question d'un accident du travail. Hein. Il garde des séquelles de cet accident de la vie. Il ne peut pas reprendre son poste. Donc là encore, hein, c'est le médecin du travail qui émet un avis par rapport à la reprise possible ou non hein, du poste. Donc pendant son arrêt, il a rencontré un conseiller en évolution professionnelle au sein d'ACAP Emploi. Et il a été également accompagné par son OPCO. Donc les OPCO sont les organismes paritaires qui interviennent sur le financement des formations au sein des entreprises. Et donc, le fait que l'OPCO intervienne met en lumière le fait que la situation de Georges, elle a été accompagnée également par l'employeur de Georges. Et il a pu donc bénéficier d'une formation coordinateur sécurité protection de la santé en lien avec les besoins de l'entreprise. Donc là, l'action d'accompagnement pour Georges, ça a été une action de maintien au sein de son entreprise dans le cadre d'un reclassement. Il a bénéficié du contrat dont je parlais, hein, le CRPE, qui est un contrat signé entre un salarié, une entreprise et l'assurance maladie, pour permettre aux salariés de se former pendant la durée de son arrêt. Donc voilà pour Georges, qui a bénéficié de ce CRPE, avec la prise en charge, hein, le maintien de sa rémunération. Alors c'est un contrat, donc c'est à part égale, me semble-t-il, entre l'entreprise et l'assurance maladie. Et aujourd'hui, Georges est maintenu au sein de son entreprise à un nouveau métier. Voilà pour ces deux exemples qui mettent en lumière aussi tous les éléments qu'on a pu apporter sur ce temps de webinaire pour accompagner en fin de compte les projets d'évolution de salariés dont la situation de santé est liée ou en tout cas pose des difficultés. Merci Aurélie. Donc un autre exemple avec Juliette. Là, on est sur un exemple de reconversion. Juliette, elle est secrétaire dans une entreprise du secteur audiovisuel. Elle a obtenu une RQTH suite à un accident de moto qui est survenu il y a 10 ans. Elle veut aujourd'hui changer de métier et se former à la paix. Et pour cela, elle va rencontrer un conseiller en évolution professionnelle auprès d'un opérateur tel que le groupement Évolution pour élaborer et mettre en œuvre son réseau, son nouveau projet professionnel. Avec son conseiller, donc même si elle a une RQTH aujourd'hui, son poste ne va pas nécessiter d'aménagement spécifique. Elle peut donc bénéficier d'un conseil en évolution professionnelle en dehors des réseaux Cap Emploi et donc elle va, avec son conseiller, identifier une formation et mettre en place un projet de transition professionnelle pour la financer et devenir gestionnaire paie. Donc ça pour vous dire que, le recours à Cap Emploi dans le cadre du conseil en évolution professionnelle n'est pas systématique lorsqu'il y a une RQTH. Voilà, il intervient lorsque effectivement il y a des aménagements spécifiques qui vont devoir être mis en place, qui sont liés au handicap et qui vont devoir être mis en place sur un nouveau poste. Dans le cas de Juliette, il n'y avait pas besoin de faire appel à Cap Emploi et elle a pu, bénéficier d'un conseil en évolution professionnelle, je dirais, classique. Donc, qu'est-ce que le conseil en évolution professionnelle? Parce qu'on en parle depuis le début de ce webinaire, donc faut faire un focus rapide, hein, puisque là, on a déjà dépassé le temps qui nous est imparti. Le conseil en évolution professionnelle, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est gratuit. On ne vous demande rien, on ne mobilise pas votre compte personnel de formation pour le mettre en place. C'est confidentiel. Les salariés qui viennent à nous n'ont pas d'obligation d'en faire part à leur employeur et parfois, il y a tout un processus qui se met en place. Tout le conseil en évolution professionnelle se déroule et
l'employeur n'est pas au courant. C'est neutre, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de jugement, par rapport à votre projet, par rapport à votre personne. On vous accueille, très chaleureusement, je dirais, dans votre globalité avec votre projet et on vous écoute par rapport à la mise en place de ce projet. On écoute vos questions, votre questionnement, vos inquiétudes aussi. On est là aussi pour rassurer. C'est accessible parce que c'est présent sur tout le territoire français. Vous avez forcément une agence de conseil en évolution professionnelle à proximité de votre lieu de travail ou de votre domicile et c'est impartial parce que nous n'avons pas le droit de vous, pousser vers une formation plutôt qu'une autre. Vous devez rester acteur et faire des choix éclairés par rapport au montage de votre projet. On est là, pour, voilà, pour v co-construire avec vous ce projet, mais c'est vous, salariés, qui êtes le moteur dans la mise en place de ce conseil en évolution professionnelle puisque de toute façon, c'est vous qui devez nous contacter sur mon-cep.org pour prendre un rendez-vous auprès de l'opérateur CEP de votre région. Donc par qui est-il délivré? Heu une question dans le chat concernant les travailleurs indépendants, à laquelle j'ai répondu. Donc pour les travailleurs indépendants, les salariés du secteur privé, ce sont, tous les opérateurs que vous voyez apparaître sur l'écran qui interviennent sur l'ensemble du territoire français. Pour les cadres, c'est l'APEC qui délivre le conseil en évolution professionnelle. Pour les demandeurs d'emploi, c'est auprès de Pôle emploi que vous pourrez bénéficier de ce service et les missions locales sont en charge d'accompagner les jeunes de moins de 26 ans sur ce service, tandis que Cap emploi accompagne effectivement les salariés en situation de handicap, mais comme nous vous l'avons précisé au cours de notre présentation, lorsqu'il y a une nécessité d'aménagement spécifique ou un cas bien spécifique dans lequel le handicap prend une place, a un impact. Sinon, vous pouvez effectivement vous tourner vers les opérateurs, tels que ceux que j'ai cités précédemment. Quel est l'objectif? On va vous accompagner dans votre évolution professionnelle. On va vous accompagner pour travailler sur vos compétences, pour préparer vos entretiens professionnels, pour, que ça soit pour une mobilité en interne dans votre entreprise parce que, croyez-le, tous les salariés ne veulent pas quitter leur entreprise, mais veulent souvent évoluer au sein de leur structure. On vous accompagne aussi vers une reconversion, une transition professionnelle. Laetitia vous a parlé du PTP, du projet démissionnaire. On est là aussi en amont pour vous aider à construire et à présenter vos projets auprès des différentes commissions. Donc ça peut être également sur de la création, de la reprise d'entreprise, mais toujours vers une certification professionnelle, vers une formation qui soit qualifiante, certifiante pour vous aider dans votre progression, professionnelle. Donc n'hésitez pas à nous contacter, même pour faire un point, pour prendre un peu de recul. C'est toujours intéressant d'avoir, un autre regard, un regard neuf, un regard neutre, sur son projet professionnel, mais aussi sur sa situation professionnelle. N'hésitez pas à prendre un rendez-vous sur le site infocep.org. Pardon, .fr, c'est pour l'Île-de-France, mais autrement, c'est moncep.org pour toute la France. Donc c'est un conseil individualisé, adapté, qui va vous permettre d'exprimer une demande, un besoin, d'avoir un premier niveau d'information sur les métiers, l'offre de formation, l'environnement professionnel, tout le financement et donc d'identifier les démarches possibles et la suite à donner à ces démarches. Donc vraiment d'avoir un premier niveau d'information, de se repérer aussi aujourd'hui, dans l'offre de formation telle qu'elle existe et c'est un accompagnement personnalisé puisqu'on s'adapte à chacun, à son questionnement et donc on co-construit un plan d'action pertinent pour, vous accompagner dans la mise en œuvre de votre projet. Donc comment? Mais je vous l'ai dit, hein, sur, moncep.org pour prendre un rendez-vous sur la rubrique «Je trouve mon conseiller». Voilà ce que je pouvais vous dire. Je vous propose qu'on prenne 2 questions, qu'on se garde, voilà 2 minutes, si vous voulez bien et qu'on prenne, 2 questions. Est-ce que mesdames, il y a des questions qui vous paraissent, prioritaires dans le chat? Si on en choisit 2, c'est très injuste, hein, je sais. C'est vrai qu'il y en a beaucoup. Ah oui, Totalement alors si, partial. si. J'ai parlé Oui. d'impartialité, mais là, on va être totalement Mais alors du coup, si alors j'ai une question. Est-ce que Cap emploi donc Cap emploi, c'est une question de Sophie, Cap emploi accompagne les personnes même si elles n'ont pas de reconnaissance RQTH? Alors, non.
Cap Emploi accompagne les personnes dès lors qu'ils ont une reconnaissance ou si la personne est dans une démarche active de reconnaissance. C'est-à-dire que si le salarié ne souhaite pas faire de reconnaissance, nous ne l'accompagnerons pas. En revanche, s'il est au démarrage de sa reconnaissance, mais qu'il n'a pas encore reçu le justificatif, on peut tout à fait commencer à l'accompagner. Merci Aurélie. Alors, y a-t-il une autre question qui pourrait donc être assez... En fait, du coup, on va chercher une question qui concerne tout le monde. Ça va être plus opportun, sans doute. Quelles sont les démarches, justement, pour entamer une reconnaissance de RQTH, Aurélie? Parce que là, il y a une personne qui nous dit qu'il est dans une... qu'il a changé de région, qu'il n'a pas de médecin généraliste, et en plus, il est en CDD, donc bientôt, il ne sera plus accompagné par un employeur. Donc, il demande est-ce qu'il doit avoir le médecin du travail? Comment on fait pour obtenir une reconnaissance de travailleur handicapé? Ce sera notre dernière question. Merci. La reconnaissance de qualité de travailleur handicapé, déjà, elle se fait auprès de la MDPH du département. Il y a effectivement un dossier administratif à compléter, mais qui doit être étayé par le médecin traitant, puisqu'il y a un dossier médical à fournir avec des éléments médicaux. Donc pour cette personne et pour toutes celles qui sont éventuellement concernées, il faut se rapprocher d'un médecin, que ce soit le médecin du travail, le médecin traitant, le médecin spécialiste. En tout cas, c'est un dossier à compléter avec l'aide d'un médecin, puisqu'effectivement, il y a un dossier médical à fournir, en plus du dossier administratif dans lequel il est demandé des informations sur le parcours de la personne, mais aussi sur toutes les difficultés qu'elle peut rencontrer et sur ses besoins en lien avec la situation de handicap. Merci Aurélie. Merci beaucoup. Eh bien, il nous reste à vous remercier tous pour votre participation. Je vous invite évidemment à visualiser les replays des webinaires de ces 2 semaines de l'évolution professionnelle qui seront disponibles dès la semaine prochaine sur le site internet semaineevolutionprofessionnelle.fr. Merci Laetitia, merci Aurélie pour votre participation aujourd'hui. Merci à tous pour vos questions et vos remarques. Je vous souhaite une très bonne fin de journée et puis un très bon week-end. Au revoir. Merci. Merci à tous. Bonne journée. Au revoir.